Merci pour ce panorama complexe aussi. Pour l'évolution historique, qui fait quand même qu'on est parti d'idées qui étaient un peu d'un parti pris politique et stratégique assez clair, notamment sur le fait que pour nous la priorité de la dissuasion l'emportait sur des évolutions qui en plus de ça n'étaient pas concrétisées d'une défense antimissile. Et puis sur les évolutions qui font que d'abord le discours américain, alors je pense que c'est intéressant, tu le citais, on attend cette revue américaine, parce que c'est vrai qu'il y a eu un discours qui pour l'instant on est un peu en attente, c'est un discours qui a été très mobilisateur du côté des États-Unis toujours, face à la Russie, comme une proposition alternative ou complémentaire au parapluie nucléaire, ce bouclier antimissile. Aujourd'hui, on est un peu en attente d'un discours politique des États-Unis sur le projet lui-même, pour l'Europe, pour d'autres parties du monde. Donc je pense qu'on, voilà, dans les questions, dans le débat que vous aurez ensemble, dans le débat qu'il y aura avec la salle, il y aura beaucoup d'occasions de revenir vers toi. D'abord pour hiérarchiser, et aussi un peu technologiquement, si vous pouvez nous aider les uns et les autres à nous dire, au fond, quels sont, d'un point de vue du développement des familles de missiles très modernes, donc risquant de pénétrer la technologie antimissile telle qu'elle est à l'heure actuelle, ceux qui sont les plus en avance, et de même ceux qui ont commencé à rattraper ce qui était un retard par rapport à dans ce domaine l'avance américaine, alors les Russes, les Chinois surtout, ou d'autres, Israël aussi, c'est intéressant de voir, puisqu'on va pas mal se consacrer aussi à ce qui est finalement le recentrage de la position française, de la position de l'OTAN aussi, sur les problématiques antimissiles de théâtre. Antoine, à toi la parole. Merci Louis, merci Philippe. Je vais profiter de cette occasion qui m'est donnée d'être avec vous deux, puisqu'on est dans un cadre qui est un cadre universitaire, donc qui invite au débat. Je ne dis pas au débat polémique, mais enfin à l'échange d'idées. Je ne vais pas faire la promotion de nos systèmes et demander plus de budget. Par contre, je vais essayer de replacer la stratégie d'un industriel dans la stratégie que tu as décrite, avec un élément très important qui me semble être la différence d'échelle de temps. Quand tu dis Chicago 2012, nous avons défini les conditions du développement au sein de l'OTAN de la défense antimissile, et depuis 2012, de nombreuses évolutions ont eu lieu sur ce secteur. Ça, c'est le temps stratégique, le temps politique. Les systèmes qui sont aujourd'hui en service, le SAMT, Eurosam, les systèmes qu'on discute MBDA avec son partenaire Lockheed Martin, puisqu'on a aussi des coopérations avec les Américains en Allemagne, le système MEAS-TLVS, sont des systèmes qui ont été lancés dans les années 90, qui ont été mis en service au début des années 2000, qui bien sûr font l'objet d'évolutions, d'améliorations constantes et qui seront en service dans les prochaines décennies, avec des incréments technologiques sur le radar, sur les systèmes, sur les missiles. Mais enfin, le système lui-même, le système Aster, a été lancé dans les années 90. Et les années 90, c'est 15 ans avant Chicago. Et comme tu le dis, depuis Chicago, il s'est passé beaucoup de choses. Donc la question que je voudrais essayer de traiter, c'est comment un industriel, comment des industriels, puisqu'on était en coopération avec Thales, MBDA France, MBDA Italie, MBDA UK, MBDA Allemagne, Thales et nos différents partenaires, comment est-ce que dans ce temps stratégique que tu décris, où 2012 paraît bien lointain, on a lancé nos produits, on a défini notre politique technologique, notre politique industrielle, alors que ces programmes ont été lancés dans les années 90. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on retombe sur nos pieds avec des systèmes qui sont au meilleur niveau de la performance, soit parce qu'on a été très clairvoyant, soit parce qu'on a eu beaucoup de chance. Mais je ne sais pas, peut-être probablement un mélange des deux. Parce que, c'est là où je veux rentrer dans un petit débat, sans pour autant faire polémique, parce qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps pour pouvoir débattre avec bienveillance et amitié sur ces sujets.
Mais quand on parle de Chicago, c'est le point d'aboutissement d'années, de décennies, de non-dits, de tabous, de réticences, d'avancées qui ont été faites uniquement contraints et forcés par les alliés de l'OTAN sous la pression des États-Unis. C'est quand même ça, on reconstruit avec le recul de l'histoire une évolution, une position qui était une position auquel on retrouve une certaine logique. Mais reconnaissons, on a eu ces discussions lorsque tu étais à l'OTAN, reconnaissons que cette évolution française qui a amené à Chicago a été une évolution largement subie, où on a été sur la défensive. On avait des lignes rouges, et ces lignes rouges, on les défendait autant qu'on pouvait. Et on a eu, sommet de l'OTAN après sommet de l'OTAN, une position beaucoup plus dilatoire que offensive, que proactive. Et aujourd'hui, avec Chicago, là, on a formalisé effectivement cette position française. Je voudrais rappeler... C'était les craintes qu'évoquait Philippe, c'est-à-dire que pour les Européens et notamment pour les Français, il y avait le risque d'exclusion, dissuasion, bouclier antimissile, il y avait la problématique du retard technologique des Européens qui ne voulaient pas se pouvoir imposer à des programmes américains, il y a une problématique budgétaire et financière que tu as très bien évoquée, dividendes de la pêche chez tous les pays, réduction des budgets, donc qu'est-ce qui va rester pour le reste, et puis ce que tu as développé à un moment, toute la problématique de qui commande ce système, et donc le débat qui se noue à ce moment-là, qui permet une forme de compromis acceptable entre Européens et Américains, faisant que toute la décision n'est pas entièrement déléguée aux Américains. Et la protection des industriels européens ou français. Allez, je te laisse continuer. Non, merci Louis. Non, parce qu'il y a peut-être quelquefois un effet pédagogique. On a réussi à lancer le débat, c'est formidable. D'ailleurs, je note dans quelques lignes que j'ai préparées, réticence, 3 raisons justifiées et légitimes. Je ne conteste pas du tout la solidité et la légitimité de ce qu'a été pendant des années la position française. Ouvrir la porte à la défense antimissile, c'est potentiellement entamer la crédibilité de la dissuasion, territoire, théâtre et tout un ensemble de problématiques, parce que ça veut dire qu'on n'a pas assez confiance dans la dissuasion et qu'on veut arrêter les missiles. Donc il y a cette notion de crédibilité de la dissuasion. Deuxième élément, se laisser entraîner par les Américains dans une course aux armements qui nous appauvrirait, qui utiliserait toutes nos ressources avec une inefficacité très limitée et potentiellement une déstabilisation stratégique par la préparation potentielle d'une capacité de première frappe, parce que la défense antimissile était vue au début des années 2000 comme très déstabilisante. C'était d'ailleurs la position soviétique à l'époque et russe aujourd'hui, et je pense pour des bonnes raisons, très déstabilisante, parce qu'elle permet une première frappe, elle permet d'arrêter les quelques missiles qui n'ont pas été détruits dans la première frappe. Et donc il y a un aspect déstabilisant de la défense antimissile. Et puis également la question d'efficacité, parce que si on parle de missiles nucléaires, il vaut mieux être sûr que c'est à 100%, et on n'est jamais sûr que c'est à 100% avant d'avoir essayé, et quand on a essayé, c'est trop tard. Donc toutes ces raisons étaient d'excellentes raisons, je n'en disconviens pas, pour avoir d'ailleurs discuté à l'époque, il y a 10 ans, 15 ans, avec vous deux sur ces sujets, et ces sujets qui ont évolué. Les étudiants qui n'étaient pas là il y a 15 ans, donc oui, c'est bien de leur rappeler quelle était la perspective historique. Nous discutions déjà tous les trois sur ces sujets, avec des positions un peu différentes, et aujourd'hui, les arguments, on les retrouve, et c'est une grande continuité. Et déjà raison. Et oui, non, mais la question, c'est pas de savoir effectivement qui avait raison. Ce que je vais essayer d'expliquer, c'est comment le temps stratégique est court et le temps industriel qui est très long, par talent ou par chance, se sont réconciliés dans les systèmes que nous avons aujourd'hui. Et je me souviens, quand j'étais à l'époque chez Astrium, donc les satellites, lorsqu'on avait fait la promotion du PEA Spiral, c'est-à-dire détection, alerte avancée par satellite de départ de missiles, les 2 seules raisons qui justifiaient PEA Spiral en 2004, c'était renforcement de la dissuasion par identification de l'agresseur et renforcement de la dissuasion par documentation et caractérisation des tirs d'essai. Voilà ce qui était. Il ne fallait pas dévier d'un mot, je m'en souviens encore 13 ans après, il ne fallait pas dévier d'un mot de ce que je viens de dire. Et de dire que le programme Spiral était la première brique éventuelle d'un potentiel système de défense antimissile était totalement interdit. Et c'est seulement après le discours de Cherbourg qu'on a pu en parler. Bon, tu as parlé du président Chirac, président Sarkozy en 2008. Malheureusement, en 2008, c'était le livre blanc.
Il y a eu un certain nombre d'orientations qui ont été données, mais elles n'étaient pas assez matures. Et on a eu à ce moment-là, j'étais déjà chez MBDA, une proposition des Émirats arabes unis pour financer et co-développer avec la France l'évolution haut endo-atmosphérique de l'Aster, appelé Aster Bloc 2, qui est l'équivalent des Patriotes de nouvelle génération ou du SAD. Et la France, qui était dans sa rédaction du livre blanc, n'a pas saisi l'occasion qu'elle aurait dû saisir, parce qu'il y avait tout cet environnement doctrinaire qui était négatif, et ce sont finalement les Américains qui ont vendu du SAD et du Patriot pardon, pour 10 milliards de dollars. Donc on voit qu'on a raté aussi un certain nombre d'occasions parce que le sujet n'était pas suffisamment mûr. Et on arrive enfin au sommet de Chicago, les premières semaines du président Hollande, et les conditions qui sont les conditions formalisées et très claires de la position française. Ça, c'est pour la défense de territoire. Et quand bien même nos systèmes ne font pas de défense de territoire, on voit bien qu'il y a un effet de bord et une certaine pollution en termes d'acceptabilité politique de ce qu'on fait en théâtre par rapport à ce qui se fait en territoire, parce que la distinction n'est pas aussi évidente, et la défense de théâtre a souffert de ce côté un peu non politiquement correct pendant de nombreuses années de la défense de territoire. Et sur la défense de théâtre, les menaces ont été très longtemps considérées comme non prioritaires. Aujourd'hui, ça paraît naturel quand on voit les tirs du Yémen sur Riyad et d'autres tirs, comme la guerre du Golfe, sur Israël. On voit bien que ces missiles balistiques courte portée, c'est d'une certaine manière l'aviation du pauvre, des éléments qu'on discutait il y a quelques années, et que c'est une extension naturelle des menaces qui sont des menaces du champ de bataille ou des menaces de théâtre d'opération proches, et que donc une défense aérienne élargie doit s'étendre à ces menaces balistiques courte portée. Ce n'était pas le cas dans les années 2000. Ce n'était pas le cas. On parlait du système SAMT, mais ce n'était pas le cas. Donc, après avoir dressé ce panorama qui pourrait être rétrospectivement inquiétant, c'est-à-dire comment avons-nous, dans les années 90, lancé un programme de défense antimissile courte portée, défense aérienne élargie, défense antimissile courte portée, alors même que ce sujet sur le territoire était un tabou politique et que la menace de théâtre était une menace considérée comme non prioritaire. Alors voilà ce qui s'est passé. Malgré ce contexte, excellent système. Et je salue mes collègues d'Eurosam, de Thales, de MBDA. Excellent système. Peut-être que tu pourrais revenir sur les problématiques détection, interception, que tu les as un peu évoquées, satellites, radars, etc., pour refaire, là, ça a été peut-être dit la fois dernière, j'imagine, mais quelles sont les familles qui vont être mobilisées dans les équipements? Alors je vais y aller sur ce point, mais je voudrais vous décrire un historique où on a l'impression que c'est une sorte de ruse de la raison qui à chaque fois s'est mobilisée pour qu'on prenne les bonnes décisions. Le missile Aster, qui est le missile Aster 15, Aster 30, qui est celui qui est aujourd'hui en franco-italien et en service dans la marine britannique, le missile de défense aérienne énergie, défense antimissile, avait été conçu techniquement pour protéger le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle contre les missiles supersoniques dits Siskymer manœuvrants, c'est-à-dire volant au ras de l'eau, très manœuvrants, soviétiques, enfin, en tout cas russes ou chinois. Et c'est cette menace, missile de croisière Siskymer manœuvrant, qui a dimensionné la conception et les performances du missile Aster. Donc il était né avec une excellente performance contre les missiles de croisière supersoniques. Un peu par hasard, puisque c'était une menace extrêmement ponctuelle. Et depuis, on a réalisé que les missiles de croisière supersoniques, ou pas d'ailleurs, étaient une menace dimensionnante pour l'ensemble des cibles, et pas seulement pour le porte-avions nucléaire. Donc, premier hasard très, très heureux. Deuxième hasard très heureux, c'est pas un hasard, enfin deuxième fait très heureux, et je précise sur le premier que le Patriot n'a pas été conçu pour intercepter avec efficacité des missiles de croisière. Donc le Patriot qu'on a en face de nous n'est pas un bon missile pour intercepter des missiles de croisière. Deuxième élément, puisqu'il fallait protéger le porte-avions, il fallait protéger aussi contre des avions.
Et donc, les capacités contre-avions étaient optimisées, alors que le Patriot n'est pas optimisé pour intercepter des avions. Troisième fait, puisque la doctrine de l'époque était « nous n'avons pas de territoire à protéger », puisque le territoire est protégé par la dissuasion, on ne protège que des forces déployées. Donc, pour protéger des forces déployées, il faut déployer le système. Donc, il faut qu'il soit transportable. Donc, le système a été conçu pour être facilement transportable, ce qui est un avantage considérable par rapport au Patriot, qui, lui, est très difficile à transporter. Ensuite, on avait peu de moyens en Europe pour avoir des systèmes navals, des systèmes terrestres. Donc, on a dit on va faire un système qui est à la fois capable d'être installé sur un bateau et sur des capacités terrestres. Et le missile est un missile naval et terrestre que le Patriot n'est pas. Le Patriot est exclusivement terrestre. Et c'est le miracle de la technique. Il s'est trouvé, un peu par hasard, que l'enveloppe de performance pour intercepter des missiles supersoniques 6 skimmers manœuvrants était capable d'intercepter des missiles balistiques de courte portée, ce qui est arrivé comme une constatation a posteriori de la capacité du missile Aster. Ce missile et ces systèmes ayant été ainsi conçus, coopération avec l'Italie, coopération avec la Grande-Bretagne, interopérabilité OTAN par le programme ALTBMD des années 2010, à peu près 2008-2010. Donc c'est par cette suite de très heureuses coïncidences qu'un programme qui a été lancé dans les années 90 se trouve être un excellent programme de défense aéro-énergie, de défense antimissile, comparé au Patriot. Parce qu'on est parti du bas, on est parti de la défense antiaérienne, on est parti des missiles de croisière, on a défini des perspectives qui sont des perspectives de performance contre les missiles balistiques courte portée. Ce système a un grand potentiel de croissance. Et d'ailleurs, on a lancé l'année dernière une évolution qui s'appelle l'Aster Block ANT. On travaille avec Thales sur de nouveaux radars. On travaille avec nos partenaires sur de nouveaux systèmes. Donc on a aujourd'hui, et je pense qu'on peut s'en féliciter, mais vous voyez comme la voie pour y parvenir a été intéressante et paradoxale. On a aujourd'hui un système européen qui correspond aux menaces actuelles, qui correspond à l'évolution des menaces, et on investit pour que ce système corresponde à l'évolution des menaces. Et d'une certaine façon, toute cette feuille de route d'évolution produit a été faite, au moins au début, en contradiction avec la politique et la doctrine française, et également la doctrine de nos partenaires européens. Je vais rapidement sur les autres pays de MBDA pour vous donner un panorama global. L'Allemagne et l'Italie sont rentrées dans le programme MEADS en coopération avec les États-Unis en 1995, remplacement Patriot et Hawk, Patriot d'ancienne génération, donc c'était sur des capacités antiaériennes et des capacités contre des missiles courte portée, dans un geste, je dirais, de solidarité forte avec les États-Unis et avec l'OTAN. Solidarité tellement forte avec les États-Unis et avec l'OTAN que la France s'est retirée du programme en 1996. Je pense que les deux éléments sont liés. Solidarité tellement forte que les Américains n'ont pas tenu leurs engagements et ont arrêté en 2013 le financement du programme. Donc ça donne aussi un certain nombre de leçons. Il ne faut pas oublier le passé. Les Américains ont mobilisé tous les financements allemands, une partie des financements italiens, l'autre partie allant sur Aster, pour un programme qu'ils ont arrêté de façon unilatérale en 2013, après que les Allemands et les Italiens aient dépensé plusieurs milliards d'euros sur le sujet. Plusieurs milliards d'euros d'ailleurs qui n'ont pas été perdus, puisque c'est aussi un autre paradoxe de cette histoire. L'Allemagne, en l'occurrence MBDA Allemagne, reprenant les actifs et les acquis techniques du programme MEADS, maintenant lance avec une maîtrise d'œuvre allemande, en coopération avec Lockheed Martin, un programme qui s'appelle TLVS, qui reprend l'héritage technique du programme MEADS. Et l'Italie, qui a été exclue par les Américains, met maintenant toutes ses ressources sur le programme franco-italien Aster. Donc un troisième paradoxe, c'est que la position des Américains a conduit les Allemands, donc nous,
MBDA Allemagne, à reprendre un rôle de leadership en Allemagne, dans un cadre OTAN certes, mais en Allemagne avec une coopération américaine sur ce secteur, et que les Italiens ont renforcé, parce qu'ils avaient tout de même des difficultés financières à supporter les deux programmes en parallèle, ont renforcé les perspectives du programme Aster. La Grande-Bretagne ne considérait qu'elle n'avait pas de menace spécifique terrestre, et un des éléments de ce qu'on appelle le cross-procurement, c'est la protection, justement par ce missile Aster de nouvelle génération, des bateaux, des frégates T-45 britanniques. Donc on retrouve une convergence, en tout cas sur une ligne germano-américaine, une ligne France, Italie, Grande-Bretagne, sur deux systèmes. Alors que font les Américains ? Les Américains ont eu une approche totalement différente. Notre approche a été une approche par le bas, de défense aérienne élargie. Les Américains, au contraire, ont eu une approche par le haut, probablement liée historiquement à la géographie, puisque défendre leur territoire, c'était défendre des territoires contre des missiles de très longue portée. Et ensuite, lorsqu'ils ont placé certains de ces missiles sur le territoire européen, les GBI, ça a été en Pologne, mais le positionnement en Pologne, c'était en fait un pré-positionnement pour défendre le territoire américain. Donc, les Américains sont partis du haut, avec les GBI, le SAD, les Patriotes de nouvelle génération, et descendent progressivement, alors que nous, on part du bas et on monte progressivement. Ce que les Américains utilisent comme argument extrêmement fort, il faut bien le reconnaître, pour faire la promotion de leurs produits, en particulier dans les pays du Golfe et les pays d'Asie, Japon, Corée, qui sont sous une menace balistique, c'est l'équivalence, en tout cas en termes politiques, un symbole extrêmement fort entre la protection qu'amène une défense antimissile et ce qu'ils ne donnent plus, sauf à leurs alliés européens de l'OTAN, c'est-à-dire la protection du parapluie nucléaire. La défense antimissile est juste en dessous du niveau de protection politique du parapluie nucléaire, juste en dessous parce que c'est une approche globale, c'est une approche politique, et dont les aspects offensifs et défensifs ne sont pas aussi distincts que ça. Et donc, quand les États-Unis protègent avec du SAD les pays du Golfe ou le Japon, c'est un positionnement stratégique extrêmement solide que nous ne pouvons pas donner, parce qu'on n'est pas présent sur le secteur au-dessus. Encore une fois, pour d'excellentes raisons, et je pense que sur les 15 dernières années où on a discuté de ces sujets, vous ne m'avez jamais entendu proposer de faire l'équivalent d'un SM3 européen. Jamais. Parce que ça aurait été vraiment une décision totalement irraisonnable. Donc les conséquences de cette situation, et en particulier du positionnement des États-Unis sur le segment défense de territoire, moyenne portée, longue portée, c'est que sur les environ 16 milliards, comme je suis un industriel, il faut bien que je parle un peu de chiffres, et sinon on trouvera que je ne fais pas bien mon travail. Sur les 16 milliards à peu près du marché, il y a 20-25% du marché, c'est-à-dire la totalité des budgets, 16 milliards d'euros par an, il y a entre 20 et 25% qui sont sur un domaine qui est entièrement détenu par les États-Unis, sur lequel on n'est pas présent. Un petit peu comme Boeing a longtemps utilisé le 747 et Airbus cherche à utiliser 380, un segment où les autres ne sont pas, qui permet d'attaquer le marché par le haut, et qui permet de faire des marges considérables parce qu'il n'y a pas de concurrence, et qui permet aussi de développer la technologie. Donc il faut bien se rendre compte que malgré cet excellent programme que nous avons et qui est aujourd'hui au meilleur niveau de la technologie et de la performance, on a un enjeu et un problème de positionnement concurrentiel. Là, je ne parle même pas de positionnement stratégique. Stratégique, c'est ce que tu as décrit. Concurrentiel, industriel, c'est ce que je décris de mon côté. Face à deux concurrents américains, dont chacun est à peu près aussi gros que nous, parce que j'en profite pour, tu l'as fait au début, faire un peu la réclame de MBDA. MBDA est la seule entreprise de défense européenne qui a une taille équivalente dans son secteur à celle de ses concurrents américains. La seule. Pour deux raisons. Parce qu'on intègre presque les 3/4 de l'industrie missilière européenne et parce qu'on a plus de la moitié de notre activité à l'export. Pour nous, l'export, c'est en dehors d'Europe. L'Europe, c'est notre marché domestique. Donc malgré cette situation, on a des enjeux
de technologie, des enjeux de taille critique, parce que les Américains sont sur 20% du marché, et 20% de ce marché, nous n'y sommes pas présents. Donc c'est évidemment un élément majeur de concurrence avec les États-Unis. L'objectif de l'Europe n'est certainement pas d'arriver sur ce segment qui est hors de portée d'un point de vue financier et qui ne ferait pas de sens d'un point de vue stratégique ou militaire, je crois. Mais ça, c'est à vous de le dire. Donc dans ce contexte, quelle est la stratégie? En tout cas, celle qu'avec le support et la bienveillance de nos différents gouvernements en Europe, nous essayons de mettre en place. La stratégie, c'est, pardon, je commence par l'Allemagne, Louis. C'est gagner TLVS en Allemagne, parce que TLVS est aujourd'hui, même si le missile de TLVS est le PAC-3 MSE américain, TLVS est en concurrence contre Raytheon, le Patriot de Raytheon. Donc le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le dernier rempart sur un grand pays, si tant est que la Pologne, la Roumanie, la Suède confirment, à voir, en tout cas un des derniers enjeux malheureusement dans la concurrence avec Raytheon en Europe, c'est paradoxalement la coopération MBDA Lockheed Martin contre Raytheon, TLVS contre Patriot. Donc ça, il faut qu'on le gagne, sinon Raytheon aura un pays de plus, pas un pays de plus parce qu'ils sont déjà là. En fait, il faut déloger, notre objectif c'est de déloger Raytheon de l'Allemagne où ils sont présents avec le Patriot. Ensuite, poursuivre la montée en performance de l'Aster en tant que missile et des systèmes à base d'Aster, à la fois naval et terrestre, c'est-à-dire les missiles, les C2, les radars, et faire en sorte que cette feuille de route française, franco-italienne, franco-italienne, britannique se poursuive. Essayer de valoriser ce qu'on sait faire, ce que les Américains ne savent pas faire, des coopérations industrielles, avec un certain nombre de pays en Europe ou proche d'Europe. Donc ça, c'est les objectifs de court-moyen terme. Et je crois que l'objectif de long terme, compte tenu des initiatives qui ont été prises par la Commission, mais en fait, la Commission a l'initiative elle-même d'un certain nombre de pays en Europe, dont la France et l'Allemagne en particulier, c'est de placer dans le cadre de moyen-long terme de la coopération structurée permanente et du IDDP ce programme européen majeur, qui est un programme de protection. Et l'objectif de protection est évidemment beaucoup plus acceptable quand la Commission rentre sur ces questions de défense que des programmes plus agressifs, parce que MBDA est aussi maître d'œuvre de missiles beaucoup plus agressifs, mais je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui les bons candidats pour un financement européen. Donc voilà, en quelques mots, comment est-ce qu'on va travailler. Court-moyen terme, on gagne TLVS, on poursuit l'évolution Aster, système à base d'Aster, et moyen-long terme, on essaie de replacer enfin, pour pouvoir converger, cet enjeu stratégique de défense antimissile dans un cadre européen, et la CSP est le bon cadre pour le faire. Merci Antoine. Alors Philippe, est-ce que tu as envie de rebondir? Il y a une ou deux fois tu as été interpellé, ou on l'a été collectivement, mais est-ce qu'il y a, ou sur d'autres sujets au développement Non, sur l'évolution française, je partage évidemment l'avis et l'analyse d'Antoine. Et pour avoir été soit du côté de ceux qui disaient il faut quand même que notre position évolue, ne serait-ce que pour continuer à être pertinent et audible et pouvoir façonner le débat, oui. Et d'une certaine manière, je suis content. On l'a formalisé, on a obtenu ça à Chicago en 2012, mais la véritable évolution, la véritable inflexion, elle était déjà faite dès le discours de l'île Longue en 2006 et encore plus clairement en 2008. Et c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui nous a permis de continuer d'avoir un dialogue en étant pleinement crédible avec les Américains et avec d'autres. Ensuite, ce qui me frappe, pardon de revenir sur mes expériences d'ancien combattant, mais ce qui me frappe en écoutant Antoine, c'est que dans le domaine industriel, comme dans le domaine diplomatique, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et en 2011-2012, ce qui était frappant à l'OTAN quand on parlait de défense antimissile, c'est qu'il s'agissait de tout, sauf de se défendre contre des missiles. Pour les Allemands, la défense antimissile, c'était très clairement une manière pour Merkel de gérer la question nucléaire dans son propre gouvernement de coalition.
avec Feu Westerwelle, qui était ministre des Affaires étrangères, qui a une position antinucléaire très forte. Donc c'était une manière de dire, oui, le monde est dangereux, mais on va se protéger sans avoir à faire la guerre, pour caricaturer un peu. Pour Obama, c'était une manière, post-discours de Prague, aussi de dire la dissuasion c'est bien, mais enfin, les Français, avec leurs bombinettes et leurs baguettes sous le bras, ils nous fatiguent un peu, et on va expliquer qu'on peut aller vers un monde où l'arme nucléaire joue un rôle moins important dans les doctrines de défense et qui est tout aussi sûr, avec bien sûr des intérêts industriels américains. Pour les Russes, c'était une manière, en particulier 2012, et puis après une manière de maintenir la tension avec l'OTAN et de nourrir le complexe obsidional. Ils savaient très bien, et moi j'ai le souvenir de discussions avec Rogozin, que tu as bien connu, qui était l'ambassadeur russe à l'OTAN à l'époque, qui disait, vous voyez, vous vous rapprochez de nos frontières et vous allez installer des défenses antimissiles en Pologne. Regardez les cercles qui font que ça vise directement le territoire polonais. Alors qu'ils savaient très bien que plus vous vous rapprochez du territoire de la Pologne, moins c'est facile d'intercepter des missiles, du territoire de la Russie, moins c'est facile d'intercepter les missiles russes parce que vous avez moins de temps de préavis. Donc c'était un sujet d'abord et avant tout politique, stratégique d'une certaine manière, et pas un sujet physique. Et puis pour la Pologne et un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, la menace balistique iranienne, ils sont contrefichés. En revanche, le fait, comme l'a dit Antoine, d'avoir sur leur territoire des capacités stratégiques américaines, c'est-à-dire à la fois des forces américaines et, pour ce qui était des Polonais, pour la phase la plus développée du système de DAMB américain, sur laquelle les Américains sont revenus depuis, le fait d'avoir sur le territoire polonais des capacités qui contribuent à la protection du territoire américain et non pas européen, c'est quelque chose qui, en termes de garantie de sécurité, va extrêmement loin, puisque ça voulait dire qu'une agression contre le territoire polonais affectait directement le territoire américain. Et donc tout le monde parlait de défense antimissile en ayant à chaque fois des arrière-pensées sur des sujets totalement autres. Et d'une certaine manière, la situation a évolué depuis, mais c'est toujours important d'avoir ça à l'esprit. Alors, je vais passer la parole à la salle, d'abord aux étudiants, s'il y a des questions. Oui, je vous en prie, là-haut, Monsieur Cameron, je vous ai vu, mais vous pouvez lui passer le micro, il est là-bas. C'est votre sujet. Oui, exactement. Je voulais savoir si vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, la défense antimissile serait plus pertinente à l'échelle nationale ou européenne par les menaces actuelles. Très bien, Monsieur Cameron. Il y avait d'autres, avant que le micro redescende, il y avait d'autres questions, ou ce sera plus tard? Je vous en prie. Là. On ne sait pas s'il marche. Bonjour, Simon Balak. Vous avez précisé au début de la présentation 3 points clés, protéger le territoire national, et on a vu aussi pour les théâtres d'opération. Est-ce que la France, quand elle parle de défense antimissile, elle a une priorité qui serait peut-être qu'elle se dit sur les théâtres d'opération, je ne sais pas, des ennemis aujourd'hui qui ont la capacité d'envoyer des missiles balistiques, et donc la priorité sur la défense antimissile serait seulement sur le territoire national et pas forcément sur les théâtres d'opération, qui engendrerait des coûts moins. Merci Simon. C'est plutôt l'inverse, mais c'est vrai que par exemple en Afrique, la problématique ne se pose pas du tout. Donc par rapport à ce qui reste aujourd'hui l'engagement principal de la France d'un point de vue militaire, avec les replis du théâtre du Levant, la question peut se poser. Je vous en prie. Monsieur Cameron nous attendra un peu après. Ce sera le deuxième. Ah, c'est tout. Bah alors, repassez-le lui alors. Il y a quelqu'un derrière? Ah, je ne vous ai pas vu, excusez-moi. Non, il ne marche pas. Ouais. Est-ce que, compte tenu de la situation actuelle, cela reste
une option importante et nécessaire. Merci, ministre. C'est une bonne question, la Turquie. Elle se pose évidemment sous l'angle que vous prenez de la problématique nucléaire, mais elle peut aussi se poser plus généralement sur la problématique antimissile, c'est-à-dire de la convergence des objectifs stratégiques désormais de la Turquie avec l'OTAN. On va peut-être prendre ces 3 questions, puis on en reprendra d'autres. Madame Nesotto, vous voulez dire quelque chose? Vous voulez poser une question? Plus tard, vous attendrez. Antoine, puis voilà. Antoine, puis toi. Fais comme ça. Bon, pertinente au niveau national ou européen. D'abord, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, elle ne peut, d'un point de vue stratégique et militaire, ne se concevoir qu'en dans un cadre temps, où chacun apporte des briques, et l'idée c'est que ces briques soient également utilisables pour d'autres scénarios, soient utilisables dans un cadre temps, mais soient aussi utilisables de façon autonome, soit pour des déploiements, soit pour la protection de zones sensibles ou de zones stratégiques, et cette fois-ci dans un cadre d'opération avec des règles d'engagement qui sont des règles d'engagement nationales. Donc la contribution de la France au BMD OTAN, c'est les systèmes basse couche, avec toutes leurs évolutions. C'était aussi à un moment l'alerte spatiale. À Chicago, l'alerte spatiale était mentionnée. Donc le cadre est d'abord un cadre temps. Ce qu'on contribue à l'OTAN doit être le plus possible réutilisable avec des options nationales, européennes, autonomes, pour des scénarios d'emploi qui sont nationaux ou européens. Et le cadre de développement, compte tenu des programmes, compte tenu des sommes en jeu, doit être, de mon point de vue, un cadre européen. Un cadre européen ou une coopération avec les États-Unis. On voit bien, dans les 2 systèmes que j'ai décrits, on a une approche purement européenne, qui est plus une approche de souveraineté, entre 3 pays, France, Italie, Grande-Bretagne, et une approche qui est plus une approche de coopération au sein de l'OTAN, qui est l'approche allemande. Et ces 2 approches sont légitimes. La position française, c'est plus, après la sortie du programme MEADS en 1996, plus une approche de souveraineté. Mais ces 2 options sont légitimes. Et en tout cas, je ne vois pas qu'un pays en Europe puisse avoir les moyens de développer les nouvelles générations. Et quand bien même un pays aurait les moyens, il y a un élément de convergence qui est apporté par les programmes d'armement dans la perception des menaces, dans les postures stratégiques, qui est extrêmement important. Et je pense que c'est une logique beaucoup plus itérative qu'une logique séquentielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'abord une convergence des besoins opérationnels et une convergence politique qui conduit à des spécifications de programmes d'armement qui sont des programmes communs, des programmes en coopération. Mais on a également, si on est plus volontariste dans la convergence des besoins opérationnels et dans la définition des spécifications des programmes d'armement, c'est un levier formidable pour ensuite faire converger les postures stratégiques et les emplois militaires. Merci. Peut-être qu'il faudrait que vous... Je ne sais pas si ça a été bien détaillé la fois dernière, les problèmes des multicouches, etc. Que, oui, tout ça a été très clairement posé, tous les étudiants ont bien intégré ça. Donc c'était absolument limpide ce que tu viens de dire, parce qu'ils ont bien compris les différences. Donc nous, on a quand même cette approche relativement pragmatique qui fait qu'on plaide au niveau otanien un jeu de briques, de logos, dans lequel il y aurait une contribution industrielle et technologique européenne, et ces briques peuvent être utilisées ailleurs dans le cadre d'autres types d'engagements. Sur les opérations, juste pour revenir peut-être au risque soit de me répéter, soit de répéter par rapport à des choses qui ont pu être dites par Bruno, je vais quand même revenir un peu sur la doxa et pourquoi nous n'envisageons pas que la défense antimissile puisse être pertinente pour protéger le territoire national, puisque par rapport à 2 des questions, nous avons la chance, enfin pas simplement la chance, ça correspond aux décisions prises par nos dirigeants passés, de pouvoir bénéficier de la dissuasion nucléaire. Seule la dissuasion nucléaire peut infliger des dommages absolument inacceptables à un adversaire qui voudrait s'en prendre à nos intérêts vitaux, dommages inacceptables sans proportion, sans rapport avec le gain qu'il souhaiterait escompter. La défense antimissile, par définition, c'est une défense, elle peut au mieux intercepter un missile, donc elle ne dissuadera pas l'adversaire de s'en prendre à nous, par rapport en termes de coûts qu'il subirait, et puis d'autre part, la fiabilité
d'un système de défense antimissile compte tenu de la complexité des éléments en jeu pourra tendre peut-être vers 100%, il ne sera jamais égal à 100%. Troisièmement, nous n'avons pas, à titre national, de capacité, c'est une évidence, mais de capacité d'interception haute couche, et donc si nous nous en remettions à la défense antimissile pour protéger notre territoire et nos populations, ça veut dire par définition que ce ne serait pas une décision souveraine. Et c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas une idéologie anti-défense antimissile, et ça n'est même pas tellement la crainte que la dissuasion nucléaire française soit mise en cause par les systèmes alliés, mais c'est beaucoup plus ce cœur-là qui fait que nous avons effectivement défendu cette position aussi clairement pendant aussi longtemps. Ça reste. Le président de la République, dans tous ses discours sur la dissuasion, et on verra ce qu'il en est du président actuel dans un prochain discours, décrit le territoire et la population comme étant au cœur des intérêts vitaux, et il y a ce rôle spécifique de la dissuasion nucléaire pour les protéger. Maintenant, on est dans une situation, on va être de plus en plus dans une situation, au fur et à mesure que le système de défense antimissile des territoires des populations de l'OTAN en Europe se développe, où de fait le territoire français bénéficiera d'une protection existante. Ce que nous disons, c'est pourquoi pas, on ne va pas dire protéger tout sauf le territoire français, mais ça n'est pas un choix que nous avons fait, donc nous sommes prêts à contribuer au système de commandement et de contrôle, et de contribuer en nature, éventuellement avec certains systèmes développés pour d'autres raisons, c'est le cas de l'Aster, mais on les a bien développés, non pas pour contribuer à la défense du territoire via l'OTAN, on y a contribué pour défendre nos forces en opération. Donc, désolé de revenir sur ces choses-là si elles sont basiques et connues, mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi nous avons cette approche-là qui, évidemment, est différente de celle d'autres pays européens ne disposant pas d'une capacité de dissuasion autonome. S'agissant de nos théâtres d'opération, effectivement, la menace balistique en Afrique est moins élevée, n'existe pas en tant que telle, même si Djibouti est en Afrique, et si par rapport à certaines capacités de l'autre côté du détroit de Bab el-Mandeb, ce serait une possibilité. Maintenant, même si on a réduit nos capacités au Levant, on continue d'avoir des forces déployées, on continuera d'avoir des forces déployées, qu'elles soient en opération ou non, et quand on regarde la prolifération des systèmes balistiques de courte ou moyenne portée, la prolifération des systèmes de missiles de croisière, je pense que ce serait une erreur que de considérer que la menace potentielle sur nos forces déployées en opération ou pas va diminuer. Et donc ce choix-là devient encore plus pertinent. Et c'est peut-être sous forme de boutade, mais quand je pense à ce qu'on a pu faire avec un porte-avions par rapport à la défense antimissile, imaginons ce qu'on pourrait faire avec deux. Et la Turquie ? Un mot sur la Turquie ? La Turquie a, depuis 2011 et depuis le début de la guerre en Syrie, a considéré qu'il y avait une menace balistique potentielle sur son territoire. Et effectivement, il y a eu des tirs répétés de missiles balistiques sur le territoire syrien, dont certains, depuis le territoire syrien, sur le territoire syrien, dont certains ont frappé en Turquie, à la frontière. Aujourd'hui, notre perception est que cette menace est moins élevée, ne serait-ce que parce qu'il reste moins de Scud en Syrie. Malgré tout, dans le cadre de l'OTAN, on prend en compte les perceptions de la menace des alliés, et donc la Turquie a dit « moi je sens une menace, je souhaiterais que différents pays de l'OTAN puissent nous aider à nous défendre contre cette menace balistique », et donc ça a été une opération de l'OTAN dans laquelle jusqu'ici, sur une base volontaire, les États-Unis, l'Italie, ou l'Espagne, en tout cas, ont contribué des batteries de patriotes. La question peut se poser de savoir si la France souhaite le faire avec des systèmes SAMP-T ou pas. C'est un principe dans le cadre de l'OTAN que s'il y a une menace qui est perçue comme étant réelle par un allié, il y a une certaine expression de solidarité. Maintenant, c'est vrai que plus on avance, plus les trajectoires stratégiques divergent. Et si pour ce qui est d'un système de défense antimissile,
on ne voit pas de difficulté. Il pourrait en aller autrement d'autres systèmes. Pour ce qui est de la question que vous posez sur la dissuasion élargie américaine et des armes nucléaires tactiques américaines sur le sol européen, nous avons toujours considéré que la souveraineté des alliés dans le cadre de l'OTAN devait être un principe clé. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas souhaité, après notre retrait en 1967, avoir d'armes nucléaires sur notre territoire et avons d'armes nucléaires américaines sur notre territoire et au contraire développer notre force de frappe propre. Il nous semble donc logique de considérer que c'est aux alliés concernés de décider s'ils veulent ou pas des armes nucléaires sur leur territoire, tout en considérant par ailleurs que la dissuasion élargie américaine en Europe renforce la stabilité stratégique en Europe. Merci. Antoine, sur la Turquie, puisqu'on évoquait un projet de coopération. Absolument. En aparté. La Turquie avait lancé il y a déjà de nombreuses années un appel d'offres international pour un système de défense aérienne élargi. Les Chinois avaient gagné en 2013. Bon, évidemment, des systèmes chinois avec des IFF qui sont capables, sur le long terme, de se renseigner sur les signatures des avions, sur les différents modes des radars, c'est quelque chose qui était totalement inacceptable pour l'OTAN. Donc on a été, je dirais, nous les industriels, partie du dispositif pour casser le deal chinois. Casser le deal chinois, il y a eu des actions fortes faites par les Américains, d'autres pays européens au sein de l'OTAN, il y a eu des actions bilatérales qui ont été faites par rapport à la Turquie, mais pour casser un appel d'offres et casser un deal, il faut encore qu'on propose quelque chose, qu'on pose une alternative, et ça c'est le travail des industriels. Donc on a été très présents en Turquie depuis 2013 pour proposer des alternatives en termes de performance, en termes de coûts, en termes de coopération industrielle, qui ont été suffisamment attractives, avec les pressions politiques qui vont bien, mais les deux étaient totalement liés et indispensables, avec les pressions donc, politiques pour que la Turquie accepte finalement ou se décide à casser le choix qu'ils avaient fait pour les Chinois. On a continué à discuter, on était assez bien placés, et puis un nouvel acteur est rentré dans la boucle, c'est les Russes. Voilà, après l'avion russe qui a été abattu, il y a eu tout un ensemble de tractations, de mouvements, de rapprochements, tant et si bien que la Turquie a considéré que pour marquer cette alliance avec la Russie, mais également pour disposer d'un système totalement autonome qui n'est en aucun cas contrôlé par un quelconque niveau d'interopérabilité OTAN, avec tout ce que ça veut dire derrière, l'achat d'un système S-400 qui a été décidé en 2007 était une bonne décision dans un intérêt national turc. Bon, c'est quelque chose qui a été finalement non pas accepté, mais les réactions américaines, les réactions OTAN, et on voit bien comment le rapport de force, en tout cas les relations réciproques entre l'OTAN et la Turquie ont évolué entre 2013 et 2017, puisqu'en 2013, l'OTAN a très très vigoureusement réagi, et en 2017, personne n'a osé rien dire, ou peu. En tout cas, les réactions étaient totalement différentes. En 4 ans, on a vu comment la relation avec la Turquie a évolué. Donc les Turcs ont acheté du S-400, nous on ne baisse pas les bras, et on a signé il y a quelques mois un contrat modeste dans son montant avec l'industrie turque et SSM, c'est-à-dire l'équivalent de DGA turc, et 2 partenaires, Roketsan et Aselsan, pour les radars système et pour les missiles, pour définir ensemble ce que pourrait être l'architecture et les spécifications d'un système de défense aérienne énergie de nouvelle génération, basé certainement sur un grand nombre de technologies et d'équipements que nous avons déjà développés nous-mêmes, mais qui serait une coopération entre la France, l'Italie et la Turquie. Et c'est un moyen, je crois, en tout cas c'est au gouvernement français et au gouvernement italien de le dire, c'est un moyen de limiter, de rattraper cette divergence stratégique que tu mentionnais. Parce que quand il y a divergence stratégique, soit on en tire les conséquences de ne plus rien faire, soit on cherche au contraire à identifier des programmes, des canaux de communication, des
la mise en place progressive de solidarité, de convergence stratégique à travers des programmes comme les programmes de défense et d'énergie, et on l'utilise pour reconverger, en tout cas on l'utilise comme un test d'une potentielle divergence. Et c'est aujourd'hui le cas, donc on continue à faire notre travail d'éviter que les Turcs aillent un jour chez les Chinois, le lendemain chez les Russes, en leur proposant des solutions européennes qui sont adaptées à leurs besoins, avec une bonne coopération avec l'industrie turque. Si je peux juste ajouter un mot là-dessus, ce que dit Antoine est Vous extrêmement... avez tiré un fil, hein. mais pas sur le nucléaire, est extrêmement important. Autant qu'on le sache, autant que je le sache, la décision a été prise sur du S-400. Maintenant, on est loin de la décision au déploiement. Et comme pour le système chinois, c'est un système qui, par définition, ne sera pas interopérable avec l'OTAN et qui donc ne pourra pas offrir une protection extrêmement efficace au-delà de la défense de points, puisqu'ils ne pourront pas voir ce qui vient de loin. Donc l'une des questions, c'est qu'est-ce que Erdogan sait réellement de ce que ce système peut faire ou pas, par rapport à ceux de ses experts et de ses militaires, mais encore faut-il qu'ils puissent lui dire ce qu'il en est. On l'a vu s'agissant du cas chinois qui avait un certain écart. Et ensuite, il y a suffisamment de personnes dans le système turc pour considérer que ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt stratégique turc d'être en tête-à-tête avec les Russes, pour pousser aussi à cette coopération, au moins à ce stade-ci, ce qui est, je pense, quelque chose de positif. Alors, comme les Turcs et on ne peut pas leur en vouloir, mais ont une vision claire de leurs intérêts, et il y a effectivement le système Eurosam, proposé par Eurosam, et du Patriot, qui serait dans la course. Donc, l'histoire n'est pas finie. Peut-être juste sur ce point, c'est vraiment un point intéressant. Juste sur ce point, peut-être que le président Erdogan ne veut protéger que des points ponctuels. Peut-être est-ce son objectif. Quel point ponctuel, c'est à lui de le décider. Mais à ce moment-là, le système ferait tout à fait l'affaire. Et on a quelques idées qui veulent protéger des points ponctuels. Ensuite, ce n'est pas leur intérêt de se retrouver face à face avec les Russes. Donc certainement, c'est pas parce qu'on a signé notre petit contrat l'année dernière et qu'on discute avec les Turcs que les Américains et le Patriot ne sont pas aussi extrêmement présents. Les Italiens ont déployé dans un cadre-temps des batteries SAMT. Et aujourd'hui, on a un appel du pied. Enfin, on ne va pas commencer notre discussion en tête-à-tête devant une audience aussi large. Mais clairement, il y a aujourd'hui de nouveau une compétition entre les Européens et les Américains pour être le partenaire alternatif des Russes.